Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans le rendez-vous fidélité. Los Angeles en proie aux flammes, les inondations dans le Grand Ouest, dans les Hauts-de-France, la vallée du Rhône menacée par les crues. En ce début d'année 2025, l'actualité nous rappelle brutalement que nos villes sont vulnérables face aux défis climatiques. Alors, comment repenser nos cités pour qu'elles résistent aux catastrophes naturelles tout en préservant notre qualité de vie? C'est la question que l'on va tenter d'explorer aujourd'hui avec nos invités. Pour ce faire, j'accueille autour de la table Grégoire Védo, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes météorologue chez Météo Concept, spécialiste des phénomènes climatiques. Alain David, bonjour monsieur David. Bonjour et merci de me recevoir. Président régional de la Croix-Rouge, vous serez avec nous en première partie d'émission. Bonjour Stéphanie Durafour. Bonjour. Vous êtes directrice communication chez Assureland, experte des questions assurantielles. Et bonjour Arnaud Pagès. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de Ville 2050, un livre qu'on va pouvoir un petit peu justement explorer pour essayer de comprendre vers quel avenir on doit se tourner. Alors vous l'avez compris dans ce rendez-vous fidélité, on va essayer de se pencher dans cette heure sur nos villes, comment est-ce qu'elles peuvent s'adapter, se réinventer face à cette multiplication des événements climatiques extrêmes. Et pour commencer, je vais donc me tourner à présent vers vous, Grégoire Védo. Les récentes inondations dans les Hauts-de-France, est-ce qu'elles marquent selon vous, au fond, un tournant dans les intensités des événements climatiques? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, on a des épisodes pluvieux qui sont de plus en plus importants, en tout cas ces dernières années. Après, on ne peut pas encore définitivement les attribuer toutes et tous au réchauffement climatique, puisqu'il y a déjà eu par le passé des épisodes d'inondation. Par contre, c'est la récurrence effectivement de ces crues qui va être à surveiller ces prochaines années. Et à partir de cette récurrence de phénomènes importants, qu'on va pouvoir déterminer justement s'il y a vraiment un impact avec le réchauffement climatique, même si on a pu observer que plus de chaleur conduisait à plus d'humidité dans l'atmosphère et donc à plus de précipitations en moyenne quand même. Voilà. Alain David, comment la Croix-Rouge s'adapte face à la multiplication justement de ces inondations ou de ces catastrophes en tout genre? Est-ce qu'il faut revoir sa philosophie d'intervention? La revoir, c'est sûr. Ce que la Croix-Rouge a fait depuis un certain temps, c'est justement de se préparer. Alors bien sûr, les catastrophes, elles ne préviennent pas, mais nous, en tant que, je vais dire professionnels, bien que nous soyons des bénévoles, mais on se prépare comme des professionnels, on anticipe la crise. En fait, il y a trois piliers. C'est se préparer, agir, et puis après relever. Prévenir, et puis il y a un mot qui va être constant dans ces trois missions, c'est les formations. On peut très bien former la population à se préparer à la crise. C'est des formations qui existent. Exemple, on prépare en cas de catastrophe, on prépare un petit sac avec ses papiers, ses moyens de paiement, ses médicaments si on a un traitement, pour pouvoir être totalement autonome si on doit quitter sa maison. Vous voyez, on peut se préparer quand même un petit peu à ces périodes de crise. Après, notre mission sur laquelle on est bien connu, c'est justement le secourisme, c'est protéger. C'est-à-dire qu'en quelques heures, on peut mettre en place des équipes de secouristes pour aller sur le lieu, par exemple, si on parle de Redon, qui est pas loin de chez nous, ou de Mayotte, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, d'envoyer des équipes pour aider justement les personnes sur place à se mettre à l'abri. Exemple, avec les municipalités, par exemple, ils nous fournissent un lieu sécurisé, un gymnase, une salle des fêtes, etc. Et nous, on apporte des lits, du café, à manger, et puis surtout de l'écoute, pour que les gens soient vraiment en sécurité. Et puis si ça doit se prolonger, on a ce qu'on appelle des CHU, des centres d'hébergement d'urgence, c'est-à-dire que dans ces mêmes lieux sécurisés, on peut accueillir pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des populations en leur fournissant tout le nécessaire pour avoir une vie à peu près décente. Et vous l'avez... Et puis ensuite, pardon, excusez-moi. Et la troisième mission, j'en parle parce que c'est important, il y a la suite, c'est relevé. J'espère qu'on aura l'occasion de développer parce qu'il y a des choses assez intéressantes qui sont mises en place. Et je vais prendre qu'un petit exemple, c'est ce qu'on appelle notre action coup de balai, coup de cœur, justement dans les inondations.
On arrive, avec une équipe qui arrive avec des balais, des seaux, des pelles pour nettoyer toute la boue, parce que l'inondation, après, quand l'eau se retire, malheureusement, souvent, les maisons sont envahies par de la boue qu'il faut nettoyer. Et on ne laisse pas les gens tout seuls, on les aide à nettoyer leur maison tout simplement. Vous voyez, donc on se prépare, enfin on prépare les personnes, nous on agit, et puis on aide à la suite pour rétablir un lien normal de vie. Oui, en préparant cette interview, justement, je voyais que sur les inondations actuellement qui touchent la région de Redon, vos équipes intervenaient, ne serait-ce que même parfois pour aider les sinistrés si l'eau était repartie, à redescendre les meubles qu'ils avaient surélevés. C'est vraiment un accompagnement qui est présent. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, mais merci de le souligner. On a cette mission de permettre à des gens de retrouver une vie normale, donc nettoyer, remettre tout en place. Et vous savez, ça tient, on n'y pense pas, mais ça tient souvent dans des détails. Par exemple, les photos papier. Après des inondations, c'est vraiment de la pâte à papier. Et les gens, c'est terrible pour eux d'avoir perdu tous leurs souvenirs de parents, grands-parents, arrière-grands-parents, je ne sais quoi. C'est terrible. Et avec eux, on fait le tri, on voit ce qu'on peut récupérer, on les aide à retrouver leurs souvenirs, à remettre les meubles en place, etc. Vous avez tout à fait raison, ça fait partie de nos missions, absolument. Stéphanie Durafour, forcément, après une catastrophe naturelle, en général, c'est vers les assurances qu'on va se tourner. La surprime catastrophe naturelle, si je ne dis pas de bêtises, et je vous invite à me corriger, c'est si le cas, devrait passer de 12 à 20% en 2025. C'est quand même une hausse assez importante. Comment est-ce que vous l'expliquez pour nos auditeurs ce matin ? Exactement, donc peut-être que pour bien expliquer qu'est-ce que cette surprime catastrophe naturelle. En 1982, l'État a mis en place un régime de solidarité nationale pour permettre aux personnes qui sont touchées par des catastrophes climatiques d'être indemnisées. Donc, ils ont créé un fonds. Ce fonds, comment il est alimenté financièrement ? Eh bien, tout simplement, lorsque vous payez un contrat d'assurance habitation, vous aviez jusqu'en fin d'année 2024 12% du montant de votre contrat d'assurance habitation qui était prélevé et qui allait être reversé dans ce fonds d'indemnisation. Quand on regarde un petit peu les dernières années, on voit que les conséquences financières des catastrophes climatiques sont de plus en plus importantes. Si on cumule 2022 et 2023, on est à plus de 16 milliards d'euros de dommages liés directement aux événements climatiques. Et donc ce fonds, d'année en année, il s'appauvrit, il devient déficitaire. Et donc, c'est un fonds qui est régi par l'État. L'État a décidé en fin d'année 2023 qu'il fallait plus contribuer financièrement et permettre à la solidarité nationale de perdurer. Mais pour cela, effectivement, l'idée, c'est qu'on paye tous un petit peu plus cher sur nos contrats d'assurance. Donc, très concrètement, comment ça se manifeste ? Eh bien, vous allez payer en 2025 20 € de plus sur votre contrat d'assurance habitation pour venir pallier à la charge financière de ces événements climatiques qui sont de plus en plus importants. Et on parle des inondations parce que c'est l'actualité et que c'est extrêmement visible, c'est dramatique pour ces personnes qui le vivent. Néanmoins, il y a un autre aléa climatique dont on parle moins, qui lui va coûter extrêmement cher dans les années qui viennent, c'est celui de la sécheresse. Et ça, c'est quelque chose que les assureurs regardent avec beaucoup de crainte pour les années à venir. C'est l'aléa climatique sécheresse. Et donc, oui, aujourd'hui, les catastrophes climatiques ont aussi une incidence sur le pouvoir d'achat des Français, avec un coût de plus en plus important qu'il faut prévoir dans son budget annuel. Arnaud Pagès, dans le livre Ville 2050, dont vous êtes un des co-auteurs, vous évoquez la notion de résilience urbaine. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer ce matin, qu'est-ce que vous entendez derrière ce terme de résilience urbaine ? Oui, bien sûr. Alors, une ville, c'est toujours le produit d'une histoire. En fait, une ville, c'est un millefeuille historique. Si on va dans n'importe quelle ville de France, on va constater qu'il y a des bâtiments qui datent de différentes époques. Certains qui datent du 19e, du 18e, voire plus anciens. Beaucoup du 20e, parce qu'on a beaucoup construit au 20e siècle, notamment avec le béton. Et puis un petit peu du 21e siècle. Et dans ce petit peu du 21e siècle, il y a en effet quelques immeubles, quelques infrastructures qui vont être adaptées au réchauffement climatique et qui vont être en mesure d'absorber le choc. Le problème qu'on a, donc, c'est vraiment une inadaptation fondamentale de nos villes, en fait, à ces phénomènes. On parlait des inondations.
On parle de la sécheresse. Il faut parler aussi des épisodes de chaleur particulièrement marqués, des très fortes canicules. Il faut se rappeler ce qui s'est passé en France en 2003, quand les thermomètres avaient littéralement flambé. Et puis, il y a des villes qui sont menacées littéralement par la modification du trait de côte, c'est-à-dire la montée en fait, du niveau des mers, qui va submerger en partie ou totalement certaines agglomérations côtières. Il y a aussi le problème de résilience alimentaire, parce qu'il faut savoir que le réchauffement climatique impacte le rendement agricole. Aujourd'hui, on a déjà des chiffres qui sont absolument alarmants au niveau mondial. On parle de baisse, de retrait de production de 10% au niveau du maïs, au niveau du soja. Donc voilà, si on change pas la donne, si on transforme pas les villes pour les rendre résilientes, on va vers une catastrophe, parce que vivre en ville va devenir de plus en plus compliqué, et même de plus en plus risqué, tout simplement. Justement, Alain David, quand on écoute Arnaud Pagès nous parler de ces villes, est-ce que votre philosophie d'intervention au sein de la Croix-Rouge varie si on doit intervenir dans un milieu urbain? Est-ce qu'on appréhende différemment une intervention d'urgence dans ce genre de milieu-là par rapport à je sais pas, une campagne quelconque? Effectivement, oui, mais monsieur a tout à fait raison. Les circonstances ne sont pas du tout les mêmes. Et je voudrais rappeler, par exemple, ce qui se passe actuellement à Mayotte. Et c'est un cas un peu particulier, justement, de la Croix-Rouge. On a eu des équipes qui s'appellent des ERU, équipes de réponse à l'urgence. Et là, c'est vraiment une équipe très particulière. Par exemple, ce sont principalement médecins, infirmiers et sages-femmes qui se rendent sur place. Alors, bien sûr, encore une fois, ce sont des gens formés, mais formés de façon professionnelle, je dirais, avec plusieurs objectifs, c'est-à-dire le soin, rétablir l'eau potable. La Croix-Rouge française a cette ambition de, dès qu'il y a une catastrophe comme ça, rétablir l'eau potable, assurer l'approvisionnement en eau saine, et puis du soutien psychologique aussi. Et de plus en plus, on s'aperçoit que les gens, c'est vrai, quand ils ont vécu une catastrophe comme ça, c'est un vrai traumatisme. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, effectivement, on a eu plus souvent des actions au niveau local sur des inondations, sur des feux, à une époque avec la chaleur, comme disait monsieur tout à l'heure. Effectivement, la réponse n'est pas tout à fait la même entre un feu de forêt et bien sûr une catastrophe en ville, comme on a à Redon actuellement. Mais les bénévoles sont formés justement à ces différentes formes de catastrophes. Je vais à présent venir un petit peu vers vous, Grégoire Védo. Arnaud Pagès nous parlait tout à l'heure de ces villes côtières qui forcément, avec la montée des eaux, peuvent devenir menacées. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous estimez, d'un point de vue météorologique, que quand on cumule cette montée des océans, des fortes marées, des tempêtes qui arrivent, on est en train progressivement de renforcer certains risques météorologiques, climatiques? Ça fait partie des choses qu'on prend en compte, qu'on examine quand on fait de la prévision météo? Alors c'est vrai que le réchauffement climatique va créer une dilatation des océans. Déjà, dans un premier temps, par la simple augmentation des températures, l'eau va prendre plus de place. Il y a un deuxième point aussi, il y a la fonte des glaces qui va ajouter également quelques millimètres, voire au fur et à mesure des années quelques centimètres. Et conjugué effectivement à des phénomènes climatiques tels que des tempêtes, qui sont d'ailleurs parfois très fortes, ça peut avoir une incidence beaucoup plus importante sur certaines villes. Après, d'un point de vue météorologique, pour l'instant, on n'arrive pas forcément à voir le lien entre réchauffement climatique et augmentation du nombre de tempêtes, ni augmentation d'ailleurs de leurs intensités, même s'il y a eu des tempêtes très fortes ces dernières années, notamment Kiaran. Elles ne sont pas forcément en augmentation ces dernières années. Au contraire, il y aurait eu un pic dans les années 90, début 2000. Après, ce qui va aussi pouvoir créer des problèmes, c'est surtout l'eau qui va tomber du ciel, comme les précipitations qu'on a pu connaître durant ce mois de janvier, qui ont été dramatiques pour le coup. Précipitations qui peuvent être légèrement imputées au réchauffement climatique, mais aussi là qui proviennent de cycles. On a en fait une conjugaison multiple de cycles qui peuvent s'additionner et parfois créer des conditions particulièrement dangereuses. Ça a été le cas par exemple lors de la tempête Xynthia,
il y a quelques années où la tempête est arrivée avec son cœur en pleine Charente et en pleine Vendée, ce qui a eu pour conséquence de créer des inondations côtières dramatiques et qui a d'ailleurs très très largement entamé le trait de côte et qui a mis certaines villes en difficulté. Donc il faut surveiller ça de près une nouvelle fois. Le réchauffement climatique, c'est quand même quelque chose qui est multifactoriel. Donc on ne connaît pas 100% des mécanismes qui sont à l'œuvre. On les étudie avec attention et on essaye de créer avec le temps de plus en plus de corrélations pour être le plus robuste possible. Après, pour revenir tout à l'heure au problème d'hydrométrie, une nouvelle fois, donc c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir aussi un problème de répartition des eaux de pluie. C'est-à-dire qu'on peut avoir, lors de certains épisodes pluvieux, des inondations, mais c'est pas pour autant qu'on va limiter le risque de sécheresse, parce que en fait, il va y avoir une inégale répartition des pluies durant l'année. Donc, on va avoir peut-être plus de pluie en hiver, en automne, mais par contre, moins en été, avec l'augmentation des températures. Donc, on va avoir des impacts sur la végétation qui vont être énormes. Donc, on revient aussi au problème avec l'agriculture. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui est multifactoriel. On ne peut pas encore à l'heure actuelle, par rapport aux villes côtières notamment, être strict sur l'augmentation du risque, bien que le réchauffement climatique va venir créer une élévation du niveau de la mer et qui va donc mettre certaines villes plus en difficulté encore. Stéphanie Durafour, est-ce qu'aujourd'hui en France, et là je pense typiquement aux inondations qu'on a pu connaître dans le Nord-Pas-de-Calais, où des villes ont été inondées 3, 4, parfois 5 fois quasiment de suite, est-ce que certaines zones peuvent devenir aujourd'hui dans notre pays inassurables? Comment le marché de l'assurance s'adapte-t-il? Alors, aujourd'hui, en France, on a tout de même la chance d'avoir une offre d'assurance qui est extrêmement large, extrêmement riche. Donc, on n'a pas encore de zones sur lesquelles vous n'avez plus du tout d'assureurs. Ce qu'on constate par contre, c'est qu'effectivement, on a certains endroits qui deviennent un peu moins, enfin sur lesquels on a un petit peu plus de difficultés à trouver une offre large. Donc les personnes qui sont sur des zones très, très exposées, typiquement le Nord-Pas-de-Calais, quand ils ont connu effectivement 3-4 sinistres inondations en très peu de temps, ou les personnes qui vivent dans le sud-est, qui est une zone extrêmement exposée aussi aux risques climatiques, avec des villes comme Cannes, Nice, qui ont reçu beaucoup d'arrêtés de catastrophes naturelles pour inondations depuis 1982, avec une trentaine d'arrêtés notamment sur ces deux communes. On a moins d'offres. Et qu'est-ce qui se passe très concrètement pour les consommateurs? Eh bien, plus vous avez une raréfaction de l'offre, plus les prix qui vous ont proposés sont beaucoup plus chers. Donc, ces personnes-là pourront trouver une assurance, mais elles risquent de trouver une assurance à un prix qui est beaucoup plus cher que leurs voisins dans les communes d'à côté qui sont moins sinistrés. Et ça, on le constate très clairement. On a fait l'exercice, notamment sur la commune de Blandec, de regarder avant le passage des inondations l'an dernier, combien une famille de 4 personnes qui vit dans une maison de 115 mètres carrés aurait payé. Elle aurait donc payé un tarif annuel de 220 € pour son assurance habitation. Et après avoir déclaré 4 sinistres pour inondation, le tarif passe à 334 €. Donc ça, très concrètement, ça montre l'impact des événements climatiques sur le tarif de l'assurance. Donc, elles trouveront toujours une assurance parce qu'on a cette chance d'avoir, encore une fois, une offre très importante en France avec beaucoup d'assureurs qui sont présents. Néanmoins, on a des zones sur lesquelles on a moins d'assureurs qui souhaitent être présents, donc elles vont payer plus cher. C'est un petit peu, c'est la triple peine pour les personnes qui subissent des événements climatiques, parce que d'une part, eh bien, quand vous êtes soumis à une inondation, vous perdez tous vos objets, votre matériel, vos meubles, vous devez refaire vos sols, la peinture. Donc ça, c'est le premier point, c'est ce que vous avez perdu matériellement parlant. Mais ensuite, Monsieur David en parlait très bien, c'est que vous avez une perte sentimentale que là, vous ne pouvez pas chiffrer. Donc là, les assurances ne vont pas pouvoir vous remplacer des photos, des dessins de vos enfants, les meubles de famille qui sont très anciens, mais qui aujourd'hui, en valeur sont plus au niveau. Et puis vous avez du coup cette dernière peine qui est que vous allez payer beaucoup plus cher votre assurance habitation dans les années qui viennent. Donc c'est compliqué pour ces personnes qui sont dans des zones très exposées. Juste avant qu'Alain David ne nous quitte, parce qu'il a des obligations et malheureusement il va devoir nous laisser. Monsieur David, est-ce que
Est-ce que vous faites des retours d'expérience? Est-ce que vous tirez, entre guillemets, les leçons des dernières interventions qui ont pu avoir lieu, que ce soit à Mayotte, dans le nord de la France, ou aujourd'hui dans le nord-ouest? Alors, absolument, merci de cette question. Ça, on y tient et on s'assure de retour d'expérience. On en a mis en place deux sortes. C'est une réunion d'analyse à chaud, vraiment à l'issue des opérations d'urgence. On fait une réunion de tous les acteurs qui ont participé pour voir la qualité des actions elles-mêmes, mais également pour partager les conclusions et savoir quoi faire après, dans le but justement de s'améliorer. La parole est totalement libre et c'est important d'écouter aussi les bénévoles qui ont participé. Ça, c'est vraiment à chaud, c'est sur le lieu même, je dirais. Et puis après, on fait une analyse, je dirais, plus exhaustive de toutes les phases des opérations, aussi bien en amont, pendant la crise et après la crise, pour voir s'il y a des aspects positifs, tant mieux, il faudra les développer, mais aussi, pas se le cacher, des côtés négatifs. Qu'est-ce que nous pourrions améliorer? Effectivement, c'est très important. Et puis, encore une fois, ça permet aussi d'entendre peut-être quelquefois des souffrances de bénévoles, parce que arriver sur un lieu où il y a une catastrophe comme ça, eh bien, on est confronté à beaucoup de détresse. Et il y a des bénévoles qui le vivent plus ou moins bien, et c'est important aussi de les écouter. Donc oui, merci de cette question. C'est très important, ce qu'on appelle les rétextes, les retours d'expérience. Nous les faisons, absolument. Eh bien, un grand merci, Monsieur David, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président régional de la Croix-Rouge. Stéphanie Durafour, je vais revenir vers vous parce qu'on parlait justement de ces territoires. Je vous posais la question de savoir si certains territoires pouvaient devenir inassurables. Bon, vous nous avez rassurés, mais d'une certaine façon, est-ce qu'aujourd'hui en France, et ça va me faire la transition qui va me permettre après d'aller vers Arnaud Pagès, est-ce que ce qu'on a vu à Los Angeles, où avant l'incendie, les assurances ont notifié aux propriétaires des maisons qu'elles n'allaient plus les couvrir, est-ce que ce genre de choses serait possible aujourd'hui dans notre pays? Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas en France. Comme je le disais, on a d'une part une offre extrêmement large d'assurance et d'autre part, on a ce système de solidarité nationale avec le fonds d'indemnisation des catastrophes naturelles. Donc, on n'en est pas encore là. Ce qu'on peut constater par contre, et ce qui peut se produire dans les années à venir, c'est qu'avec l'augmentation des tarifs d'assurance, on est soit des personnes qui décident de se passer d'assurance habitation. Ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on a 96 à 99% de la population qui possède un contrat d'assurance habitation en métropole. Donc, on a une énorme culture assurantielle. Par contre, on pourrait voir des personnes, et ça, on a un tiers des personnes qui nous disent être dans cette situation quand on les interroge, c'est le choix de baisser le niveau de garantie de leur contrat. C'est-à-dire de choisir un contrat qui va être un peu moins protecteur, qui va avoir une indemnisation peut-être un petit peu moins intéressante, mais ça leur permettra de le payer moins cher. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à constater et qui pourrait se vérifier dans les années à venir. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, le second point, c'est qu'on a quand même plusieurs rapports qui redisent que ce système de solidarité nationale est très vertueux. Et d'ailleurs, l'Europe souhaiterait s'en inspirer pour le créer à l'échelle européenne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même si on en parlait en début d'émission, on va payer tous un petit peu plus cher sur nos contrats d'assurance pour pallier à ces événements climatiques. On reste sur des sommes qui sont, somme toute, assez modestes au regard de ce que coûtent à l'heure actuelle les événements climatiques. Je le rappelle, entre 2022 et 2023, la facture, elle est de plus de 16 milliards d'euros. Et aujourd'hui, la contribution pour chacun, elle s'élève à un petit peu plus de 20 euros par an par contrat. Donc, on reste sur quand même une contribution qui est modeste. On a la chance aujourd'hui de pouvoir trouver des tarifs d'assurance qui, pour le même profil, vont du simple au quadruple. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller interroger les assureurs concurrents et pas se laisser augmenter son contrat d'année en année. Aujourd'hui, on a un petit peu moins ce réflexe en assurance. On l'a beaucoup plus en téléphonie, par exemple, où on a son opérateur qui augmente. Et ben, on va voir la concurrence.
Et ben, il faut l'avoir aussi en assurance. Pourquoi? Parce que tout simplement, les assureurs aujourd'hui, ils vont rivaliser d'efforts marketing pour pouvoir attirer à eux les nouveaux clients. Et donc, ils vont vous offrir 2 mois de cotisation, des frais de dossier offerts. Et donc ça, il ne faut pas hésiter à remettre son assureur en compétition tous les ans, à renégocier avec lui. Et puis ça permet de faire baisser ce niveau de tarif. Depuis le début de l'année, on sait que l'année 2025 va coûter beaucoup plus cher. On va avoir en moyenne sur l'année une augmentation de 10% sur les tarifs d'assurance habitation. Et ça, c'est en partie lié aux événements climatiques. Donc, la fidélité en assurance, là, pour le coup, c'est pas forcément un bon adage. Il faut plutôt faire jouer la concurrence. Ouais, la fidélité en assurance ne paie pas toujours, c'est le cas de le dire. Arnaud Pagès, je sais bien que forcément, entre le schéma des villes qu'on a ici en Europe et particulièrement en France et aux États-Unis, c'est un petit peu de mondes qui sont parfois différents. Mais est-ce que la catastrophe récente à Los Angeles montre d'une certaine façon les limites de notre modèle urbain actuel? Quel regard vous portez là-dessus? Alors, qu'on soit en Europe, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Asie, qu'on soit en Afrique, qu'on soit partout dans le monde, aucune ville n'est adaptée au réchauffement climatique et à ses effets, que ce soit les incendies, les sécheresses ou les inondations. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que cet enjeu d'adaptation, en fait, on a 2 enjeux, si vous voulez. On a un premier enjeu qui est un enjeu de décarbonation. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que les villes contribuent massivement en fait, au réchauffement climatique. Elles représentent 70% des émissions de CO2 au niveau global dans le monde et elles consomment 66% des ressources énergétiques. Voilà. Donc, en fait, la ville, quelque part, on pourrait dire que la ville est l'objet le plus polluant qui n'ait jamais été conçu par l'être humain. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a un enjeu donc d'adaptation. Ça, c'est ce dont on parlait. Comme j'ai expliqué précédemment, les villes sont le produit d'une histoire dans laquelle le réchauffement climatique, jusqu'à très récemment, n'existait pas. Donc, elles n'ont pas du tout été construites pour faire face à ce type d'événement. On a plusieurs problèmes. Déjà, on a un problème d'artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'on a bitumé, on a goudronné partout où c'était possible, alors que au Moyen-Âge, par exemple, les sols étaient c'était de la terre, voilà. Donc ça absorbait très facilement la pluie. Les problèmes d'inondation qu'on a sont liés au fait que la ville n'absorbe pas la pluie. La pluie, en fait, se déverse, elle coule et elle s'accumule et elle crée en fait des torrents en fait, qui circulent dans les rues. Voilà, ça c'est un des problèmes qu'on a. Ça c'est le produit en fait de l'industrialisation de la ville. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on s'est mis à construire les villes avec tous les nouveaux matériaux qu'on avait. Elles sont grâce aussi à la révolution énergétique, au pétrole et à l'électricité. Et on est arrivé à des structures gigantesques. Je rappelle que Tokyo fait 35 millions d'habitants, c'est-à-dire c'est 3 fois la Belgique. Et à Paris, on est à 12 millions, si on compte la métropole du Grand Paris, on est à 12 millions d'habitants. C'est une Belgique, voilà. C'est un pays entier. Voilà, donc on arrive à des choses comme ça absolument délirantes. Et jusqu'à il y a peu, on n'anticipait absolument pas ce qui allait se passer, ce qui se produit actuellement. Valence qui passe d'un état de sécheresse à un état d'inondation. Et ça, on peut le retrouver absolument dans chaque ville. Donc là-dessus, il y a des grandes transformations urbaines qui sont à mettre en œuvre et qui ont commencé dans la plupart des grandes villes du monde. Donc ça passe par différentes méthodes. Donc déjà, il faut désartificialiser les sols. C'est-à-dire partout où on peut enlever du goudron et du bitume et mettre de la nature, eh bien on le fait dans la mesure du possible. Ça passe par la végétalisation du bâti et de l'espace public, parce que ça va nous permettre en fait de résister plus facilement aux fortes chaleurs. Ça va créer de la fraîcheur. Les plantes en fait ont un double pouvoir. D'une part, elles peuvent rafraîchir un bâtiment. Alors, bien sûr, s'il fait 50 degrés dehors, il ne fera pas 20 degrés chez vous. Ça n'existe pas. Mais il fera un peu moins chaud. Voilà. Et ça, naturellement, et sans polluer, sans utiliser un climatiseur. Le deuxième pouvoir que les plantes ont, c'est qu'elles peuvent décarboner l'atmosphère. C'est-à-dire que par la photosynthèse, elles vont absorber du CO2 et le transformer en oxygène. Donc la végétalisation, voilà, c'est un point extrêmement important. Et ensuite, il faut transformer toutes les fonctions de la ville. C'est-à-dire qu'il faut réduire le plus possible le recours aux hydrocarbures. Donc ça passe par le développement des énergies renouvelables. Je rappelle à ce titre que les énergies renouvelables, en 2023, sont devenues plus rentables que le pétrole. C'est un tournant absolument historique. C'est-à-dire que les investissements
sont fléchés davantage aujourd'hui vers le solaire et l'éolien que vers le gaz et le charbon, le pétrole. Donc, ça veut dire qu'on est en train de vivre une révolution énergétique. Voilà. Donc, il faut transformer ça, il faut transformer la mobilité. Et il faut aussi passer faut basculer vers l'économie circulaire. En fait, ce qui pollue beaucoup en ville, il y a 3 choses qui polluent. En gros, c'est les bâtiments. Ça, c'est le premier point. Voilà, c'est ce qui pollue le plus, bâtiments et infrastructures. Le deuxième point, c'est la mobilité. Et alors, quand je parle de mobilité, je parle bien évidemment de la voiture thermique. Voilà, c'est vraiment ça qui pollue en termes de mobilité. Et le troisième point, en fait, c'est ce qu'on appelle le scope 3 des émissions. C'est ce qui est fabriqué à l'extérieur de la ville, mais qui est consommé à l'intérieur de la ville. Donc, c'est tous les produits du quotidien, les jeans, les smartphones, les t-shirts, les sodas, tout ce qu'on veut. Voilà, donc il faut transformer le modèle entièrement de A à Z, et c'est une transformation qui est actuellement en cours, mais qui va mettre beaucoup de temps, évidemment. Et d'ailleurs, c'est quasiment le concept de la ville quart d'heure que vous évoquez dans votre ouvrage. On aura l'occasion d'y revenir. On s'interrogera aussi avec Grégoire Védo sur nos systèmes d'alerte. Est-ce qu'ils sont suffisamment performants face à la multiplication des événements extrêmes? On lui posera la question juste après la pause musicale. Vous ne bougez pas, le rendez-vous fidélité revient juste après ceci. À tout de suite. C'était Hôtel California sur Radio Fidélité et Radio Grand Ciel. Le rendez-vous fidélité. Vous êtes bien dans le rendez-vous fidélité. Nous sommes en train ce matin de nous pencher sur la problématique du changement climatique et des catastrophes qui nous amènent. Inondations, incendies, canicules, et quel impact ça a forcément sur notre quotidien. On en parle avec nos invités et je vais me tourner à présent vers vous, Grégoire Védo. On va regarder le côté un petit peu météorologique de tout ça. Très souvent, quand une catastrophe survient, il arrive qu'on se dise « oui, mais on ne savait pas ou on ne nous a pas suffisamment prévenus à l'avance ». Est-ce que nos systèmes d'alerte actuels sont suffisants face à la multiplication des événements parfois un peu plus extrêmes ? Alors, Météo France se sert pour faire ses seuils, donc pour faire ses alertes de seuil qui sont prédéfinies par département.
Alors, on peut se poser la question des fois des seuils, mais la plupart des problèmes, je pense, qui découlent du système d'alerte sont parfois un problème de fiabilité dans les prévisions, puisqu'on reste quand même sur une science qui essaye de prédire un peu l'avenir. Donc, ça reste encore une science qui n'est pas tout à fait exacte. Mais également, je pense que des fois, Météo France fait un peu face à sa structure interne, peut-être un peu trop de bureaucratie, je pense. Et puis, chez Météo France, il y a pas, il y a deux types en fait de vigilance. Il y a les vigilances qui sont principalement pour le froid, les températures élevées, les précipitations fortes, voilà, les orages, ce type. Et puis, il y en a une deuxième catégorie qui est en tout ce qui concerne les inondations. Et là, finalement, peu de gens le savent, mais c'est pas finalement Météo France qui gère ce système d'alerte. C'est un autre système qui s'appelle Vigicru. Vigicru qui a d'ailleurs parfois pas mal de difficultés à prévoir avec exactitude le niveau des cours d'eau. On l'a d'ailleurs vu ces dernières semaines, ces derniers jours, avec les crues de la Vilaine, qui avaient été anticipées comme étant historiques dans un premier temps par ces modélisations, qui devaient atteindre d'ailleurs plus de 5,65 m. Finalement, on a atteint heureusement 5,14 m. Donc ça a été bien en dessous, fort heureusement pour la population, des seuils autorisés, enfin des seuils prévus. Après, c'est difficile, j'ai envie de dire, de jeter la pierre à Météo France, même si dans certains cas, il y a peut-être un manque de réactivité. Pour l'amélioration, pour le futur, ça va être l'amélioration tout simplement des modèles hein, dans un premier temps. Donc, on recherche en permanence à avoir des modèles de plus en plus précis, de plus en plus... voilà. Maintenant, on arrive à avoir des prévisions, notamment avec le modèle Arome, qui vont jusqu'à 1,3 km de précision, 51 heures à l'avance. Donc, on arrive à des résultats qui sont quand même très intéressants. Mais malgré tout, ça reste quand même la tentative de prévoir le futur. Et c'est vrai que les événements climatiques qui se sont succédés ces derniers temps étaient assez exceptionnels, hein. Je reviens sur le cas de la région Bretagne, avec les inondations qu'il y a eu notamment à Rennes ou encore vers le pays de Redon. C'était assez historique, on a battu des records mensuels et même des records absolus. Donc il n'y avait jamais autant plu sur Rennes et autour de Redon pour en un seul mois, donc tout mois confondu. L'ancien record à Rennes était en dessous des 200 mm. On a eu 200,2 mm. Enfin, c'est vraiment énorme. C'est plus de 3 fois les normales habituelles. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des inondations. Après, Météo France ne pouvait pas vraiment mettre d'alerte orange pour ces précipitations puisqu'elles sont intervenues en plusieurs jours. On a eu des vagues de précipitations assez fortes, mais pas exceptionnelles. Par contre, elles se sont succédées de manière assez remarquable. En une dizaine de jours, on a eu finalement chaque jour une semaine de précipitations habituelles, ce qui au bout d'un moment a amené inexorablement à des inondations qui ont été d'ailleurs sur Rennes historique. Hein. On a battu les crues de 2013 qui étaient à 80 cm, de novembre 2000, 1,13 m, et on a failli atteindre la crue de 81 puisqu'on a eu 1,39 m. Donc c'était vraiment remarquable. Après, par rapport à l'artificialisation des sols, ces inondations n'auraient été que peu impactées puisque de toute façon les sols étaient saturés d'eau et on n'aurait eu que très peu de différence. On aurait eu des inondations peut-être moindres, mais elles auraient quand même été présentes. Voilà. Stéphanie Durafour, justement, quand on regarde un petit peu, moi le premier, quand un épisode pluvieux assez important ou un coup de vent arrive, je reçois désormais un SMS de mon assurance me disant faites attention sur telle ville et nous expliquer est-ce que les efforts de prévention sont au fond aujourd'hui, est-ce que ça paye? Est-ce que même vis-à-vis d'un assureur, quand un de ses clients essaie de faire en sorte que son habitat puisse s'adapter autant que possible, est-ce que c'est récompensé par l'assurance? Est-ce que ça paye à un bout comme à l'autre, entre guillemets? Alors, tout à fait. En fait, la prévention, c'est le maître mot pour les années à venir. C'est ce qui permettra vraiment d'endiguer la hausse du coût des assurances. Pourquoi? Parce que eh bien, plus vous allez faire de prévention, plus d'une part, et je rejoins ce qui a été dit au début de cette émission, c'est qu'il va falloir adapter nos logements à ces phénomènes climatiques. Il va falloir prévoir que ces événements vont être de plus en plus fréquents, intenses. Donc, avoir des bâtiments qui soient plus résilients. Et ça va passer notamment, alors d'une part, c'est quelque chose qui est collégial, hein, c'est les assureurs, c'est les pouvoirs publics, mais par exemple, quand on va réparer des habitations qui ont été touchées par des inondations, à reconstruire, oui, c'est normal et c'est très bien, mais peut-être qu'il faut envisager de
reconstruire différemment, de plus mettre les prises au sol, mais les mettre en hauteur, d'avoir des revêtements de sol qui soient plus adaptés, plus imperméables, plus adaptés effectivement à tout ce qui va être dégâts et fuites d'eau. Peut-être que les nouvelles constructions, il va falloir travailler à ce qu'elles soient plus adaptées face aux fissures que vont engendrer la sécheresse. Donc, c'est lié à ce phénomène de RGA, retrait, gonflement des argiles. Donc ça, les sols argileux, on va en avoir de plus en plus sur l'ensemble du territoire. Donc oui, aujourd'hui, les assureurs sont très attentifs à tout ce qui concerne la prévention. Et oui, si vous faites des aménagements sur vos bâtiments, il faut bien entendu prévoir. Pourquoi? Parce que effectivement, vous pouvez avoir une prime d'assurance qui va être peut-être un petit peu moins chère parce que vous avez fait ces travaux d'adaptation de votre logement. Et donc, oui, quoi qu'il arrive, il faut toujours faire évoluer son contrat d'assurance habitation et prévenir son assureur de tous les aménagements qu'on peut faire au quotidien. Ça permet d'avoir un contrat qui va être vraiment raccord avec ses besoins et ses risques là où on réside. Arnaud Pagès, vous parliez tout à l'heure un petit peu de la façon dont il faudrait qu'on fasse bouger nos villes d'une manière générale. Dans votre ouvrage, vous parlez de la ville du quart d'heure. Est-ce que ce concept, est-ce que déjà vous pouvez le définir pour les auditeurs qui ne le connaissent pas? Et puis, est-ce que ce concept, d'une manière générale, peut nous aider pour affronter la vie sur les 40, 50, 60 prochaines années? Oui, alors c'est un concept qui a été mis au point par l'urbaniste Carlos Moreno. Ça part d'un principe qui est très simple, c'est que les villes, elles sont complètement déséquilibrées. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, si vous allez dans n'importe quelle ville, vous verrez qu'il y a toujours le bon côté, celui où c'est bien d'habiter parce qu'il y a tous les services et toutes les commodités. Et en général, il y a la mauvaise partie de la ville qui est beaucoup plus pauvre en services et en commodités. Par ailleurs, il y a un autre phénomène qui est l'étalement urbain. Donc ça, j'en parlais en parlant de ces mégapoles qui font 35 millions d'habitants, qui font 20 millions d'habitants, 12 millions d'habitants, etc. Donc on a eu tendance à étendre la ville. Et en étendant la ville, en fait, réellement, on étend les moyens de transport et donc on augmente en réalité la pollution. Donc, le principe de la ville du quart d'heure, c'est de revenir à une vision de la ville beaucoup plus concentrée, beaucoup plus dense, où les commodités et les services sont répartis partout et où les citadins ont moins de déplacements à faire pour devoir faire leurs courses, aller faire du sport, emmener leurs enfants à l'école. Voilà. Donc, c'est un principe qui est très sobre et qui repose aussi sur la redynamisation économique des territoires pour mieux répartir le travail. Voilà, donc c'est une logique de sobriété. Est-ce que ce modèle nous aide face au réchauffement climatique? D'une certaine manière, oui, parce qu'il permet de moins polluer. Pour autant, il n'adresse pas la question de l'adaptation aux événements climatiques extrêmes. Il faut bien comprendre que tous les concepts qu'on a aujourd'hui, je parlais de végétalisation, on peut parler de ville du quart d'heure, on peut parler de transition énergétique, tout ça, ça se cumule dans un nouveau modèle de ville. C'est-à-dire que là, c'est pas exclusif. On peut végétaliser et miser sur la proximité pour mieux répartir les services. On peut adresser la transition énergétique, on peut réformer la mobilité, développer l'économie circulaire en ville. Tous ces mouvements, tous ces phénomènes, en fait, se cumulent et s'additionnent, hein. Est-ce que d'une manière générale, vous considérez qu'aujourd'hui, on arrive tout de même sur la fin des grandes métropoles telles qu'on les connaît aujourd'hui? Ah oui, on va être absolument obligé de le faire. En fait, en France, on a donc le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui est censé stopper en fait cet étalement urbain. Bon, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre réellement en pratique, évidemment. Mais je parlais tout à l'heure en fait de la baisse des rendements agricoles dans les campagnes. Les villes dépendent à 80% des campagnes pour leur alimentation. Donc, il va falloir préserver les terres agricoles. Il faut aussi préserver les forêts, enfin tous les puits de carbone qu'on peut avoir, donc tout ce qui aspire le CO2 dans l'atmosphère. Il faut préserver les forêts. Donc, on ne va pas pouvoir davantage étendre les villes. C'est l'ingénieur Philippe Biwix qui parle de la ville stationnaire. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va vers un modèle de ville qui va être beaucoup plus dense qu'auparavant, inévitablement.
Est-ce que de votre côté, d'un point de vue purement météorologique, Grégoire Védo, si on s'arrête un petit peu sur les épisodes de canicule, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'arriver à modéliser les fours, entre guillemets, que certains quartiers peuvent être et qu'on peut connaître l'été? Parce qu'on sait parfaitement que, effectivement, selon si le quartier est plus ou moins artificialisé, la montée en température n'a strictement rien à voir. Est-ce que c'est le genre de paramètres qu'on peut prendre en compte aujourd'hui dans les prévisions météo et les modèles qui sont les nôtres? Alors, c'est assez compliqué à faire parce que c'est des phénomènes très localisés qui dépendent des fois d'une seule rue. Donc, c'est pas forcément très bien pris en compte dans les modèles, mais il y a beaucoup d'études et de recherches qui se consacrent à ça. À Rennes, d'ailleurs, il y a des chercheurs qui se consacrent à l'îlot de chaleur urbain. Il y a au moins une vingtaine de capteurs de température qui sont présents dans cette ville et qui permettent du coup d'étudier rien que l'îlot de chaleur urbain. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des phénomènes localisés de surchauffe dans certaines places, sur certaines routes. Ça peut dépasser largement des fois les 50 degrés au niveau du sol. Donc là, aux États-Unis, ils ont même trouvé le moyen dans certaines rues pour faire baisser la température, c'était tout simplement de peindre les routes en blanc. Donc en les peignant en couleur blanche, ça va éviter une absorption en partie des rayons lumineux qui vont être réfléchis, renvoyés. Donc du coup, ça va faire diminuer la température de la route et donc très localement la température du quartier. D'ailleurs, ils ont pu perdre jusqu'à 4 degrés rien qu'en peignant les routes en blanc dans certaines villes. Après, pour revenir à ce que disait Arnaud, c'est vrai que l'ajout de végétalisation dans les villes peut permettre effectivement de baisser la température via l'évapotranspiration et en plus tout le bénéfice, comme il disait, absorption du CO2. Mais par contre, dans les modèles météo, ça va être difficile de prendre en compte vraiment très particulièrement ces zones surchauffées puisque ça se joue des fois à l'échelle de quelques dizaines de mètres. Donc on n'a pas encore des modèles assez fins et assez précis pour prévoir ça. Mais par contre, par rapport à la topographie des lieux, on peut avec habitude pouvoir prédire quelle place va être surchauffée et quelle place ne va pas l'être. Mais les prévisions météo étant établies par rapport à des stations météo de référence qui sont souvent situées sur des aéroports et qui ont été installées des fois dans les années 1950 ou même avant, ou dans des parcs, c'est difficile finalement, à titre indicatif, de donner une température plus ressentie dans une ville réelle. Par exemple, Paris-Montsouris, c'est au milieu d'un parc, mais dans les rues de Paris, il fait toujours bien plus chaud. Donc, les modèles météo vont se consacrer à ces données qu'on va traiter et qu'on va essayer ensuite de ressortir pour les prévisions du lendemain. Voilà. Arnaud Pagès, face à ce genre justement de réchauffement climatique, le concept de forêt verticale peut être une des voies de réponse? Oui, bien évidemment. Voilà, exactement. C'est la végétalisation, c'est le fait de faire revenir la nature en ville. Avec tous les bénéfices associés dont je parlais, et la possibilité également de développer l'agriculture urbaine pour renforcer la résilience alimentaire. Bon, agriculture urbaine qui ne pourra jamais, bien sûr, nourrir tous les citadins, mais qui peut apporter en fait un complément, rééquilibrer un petit peu la balance. Voilà, mais c'est ce qu'on voit. De toute façon, les forêts urbaines, elles se développent un peu partout dans le monde. Voilà, il y a beaucoup de bénéfices associés à la nature. Simplement, même le fait de mieux vivre en ville, de façon plus harmonieuse, plus agréable. Il y a aussi le retour de la biodiversité. On essaye le plus possible aussi de réintroduire de la faune. Voilà, il y a tout. Oui, la forêt verticale fait partie des réponses qu'on a pour adresser le problème et avec des vrais bénéfices. Stéphanie Durafour, est-ce que vous considérez que les assureurs peuvent devenir au fond des acteurs de cette transition écologique qui, on comprend en filigrane, fait partie forcément des changements qu'il faudra adapter face aux mutations du climat que l'on connaît aujourd'hui? En tout cas, les assureurs prennent très au sérieux ces épisodes d'événements climatiques et le dérèglement climatique dans son ensemble. Et de façon très concrète, pour donner un exemple, on parlait de sécheresse. La sécheresse, ça les inquiète beaucoup parce que ça va coûter extrêmement cher. Si on veut donner quelques chiffres pour que les personnes qui nous écoutent se rendent compte, on a aujourd'hui le coût moyen d'un sinistre lié à un dégât des eaux. Les dégâts des eaux ont explosé en 2024, notamment en raison de la forte pluviométrie qu'a connue l'année dernière, et aussi parce que dans ce contexte de recherche et de difficultés en termes de pouvoir d'achat, les gens ont tendance à remettre les travaux d'entretien de leur logement, et notamment les travaux d'entretien de leur toiture, parce qu'on a une explosion sur le coût des matériaux de construction et du bâtiment dans son ensemble. Donc, pour donner quelques chiffres,
Un dégât des eaux, ça coûte en moyenne 1 200 euros. Une inondation, comme on l'a vu très récemment en Ille-et-Vilaine, ça coûte en moyenne 8 000 euros. Et ça, ce sont des chiffres de la Cour des comptes. Une sécheresse, en moyenne, c'est 16 000 euros. C'est le double d'une inondation. Mais aujourd'hui, on a 10 millions de logements qui sont exposés à ce risque et ça va être beaucoup plus dans les années qui viennent. Donc, c'est un risque que les assureurs prennent très au sérieux et ils mènent actuellement des expérimentations pour pouvoir justement envisager comment nos logements vont pouvoir s'adapter face à ce type de risque. Donc, la sécheresse, pour bien se rendre compte qu'est-ce que ça engendre. Donc, ça engendre des fissures sur nos logements. Donc, ça se voit moins et c'est beaucoup moins conséquent visuellement qu'une inondation. Néanmoins, on se retrouve avec une maison qui est complètement fissurée de part en part, où le cheminement vers l'indemnisation par l'assureur, c'est un gros parcours du combattant. On n'a pas toujours la possibilité d'être indemnisé parce que c'est très compliqué. Et donc, on se retrouve avec une maison qui est complètement pleine de fissures et qui est parfois invivable et surtout invendable. Donc, on est contraint de rester à son domicile. Donc, oui, aujourd'hui, les assureurs travaillent beaucoup justement à cette transition climatique en faisant des expérimentations, en faisant beaucoup plus de travaux liés à la prévention et notamment, vous le disiez, en envoyant des alertes aux personnes parce que c'est aussi comme ça que, eh bien, à terme, on pourra endiguer cette hausse des coûts. Pourquoi ils envoient des SMS de prévention? Et pour inciter un petit peu les gens à fermer leurs fenêtres, fermer leurs volets quand on a une tempête qui arrive, des fortes pluies. Ça permet d'avoir moins d'eau qui rentre dans la maison et donc moins de coûts en indemnisation derrière. On voit déjà un petit peu une tendance se dessiner sur l'évolution des primes d'assurance sur les prochaines années. Alors, ce qu'on constate, c'est que depuis la fin de la pandémie, où on avait une stabilisation des prix, on a une montée des tarifs de l'assurance habitation. On avait plus de 4% en 2023, on avait plus de 7% en 2024 à l'échelle nationale et en 2025, on se dirige vers une hausse de plus de 10%. Avec des régions sur lesquelles ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, très clairement, les régions du sud-est sont les plus impactées. Là où on était sur un coût moyen de 243 euros à l'échelle nationale, les régions du sud-est, on est plutôt sur un coût de 280 euros à l'année. Et à l'ouest de la France, on était plutôt épargnés. La Bretagne, les Pays de la Loire, historiquement, ce sont vraiment les régions où ça coûte le moins cher. Malheureusement, on le voit, on a eu des épisodes assez importants, donc entre les inondations là et puis effectivement les tempêtes Ciaran, on en parlait tout à l'heure, et Domingos, on risque d'avoir une montée de l'assurance habitation dans l'ouest de la France dans les mois à venir, donc ça c'est à surveiller. Mais effectivement, on est sur des tarifs qui risquent d'augmenter en 2025. On arrive dans les 3 dernières minutes de cette émission. Arnaud Pagès, face à tout ce qui a été dit, à toutes les idées qu'on peut mettre sur la table, est-ce que les femmes et les hommes politiques, selon vous, sont prêts aujourd'hui à relever ces défis? Parce qu'on peut imaginer énormément de choses pour la ville de demain. S'il n'y a pas une action politique pour enclencher, c'est parfois un petit peu plus compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est que le défi, en effet, est colossal et il faut bien comprendre que ce sont des investissements extrêmement importants. C'est qu'on peut avoir toute la volonté politique du monde. Il faut des investissements. Il faut savoir aussi qu'il y a une résistance au changement qui est très forte parmi les populations. Il suffit de voir ce qui se passe à Paris. On peut être pour ou contre la politique de Madame Hidalgo, mais en attendant, elle fait ce que font la plupart des municipalités dans le monde. Elle végétalise, elle transforme la mobilité, tout ce que j'ai dit précédemment. Donc, il va falloir, pour arriver à changer la donne, pas uniquement de la volonté politique, il va falloir beaucoup plus, il va falloir des investissements massifs, il va falloir de la concertation avec les populations, un véritable débat démocratique, de la pédagogie sur les enjeux et la participation. On parlait de collégialité tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il va falloir que tout le monde s'y mette ensemble, de façon transversale, entre les municipalités, entre les citadins, entre les forces de transformation, les acteurs de la mobilité, de l'énergie, les architectes, les urbanistes, les météorologues, les assureurs et les réassureurs.
Et les banques, il va falloir vraiment une transformation du modèle total pour arriver à un résultat qui sera bénéfique, espérons-le, pour tout le monde. Grégoire Védo, bon, est-ce que ça fait partie du lot des météorologues de devoir tout le temps supporter le fait qu'il fait trop froid, il fait trop chaud, il pleut trop, il pleut pas assez? Est-ce que, quoi qu'il arrive, quand on rentre dans ce milieu-là, on sait qu'on va y passer? Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, est-ce que le temps va enfin s'améliorer dans les prochaines semaines? Alors oui, c'est vrai que les gens sont toujours mécontents finalement. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, mais ça fait partie de notre climat aussi. On a un climat qui est relativement, enfin qui varie beaucoup avec des périodes de temps secs dues à des anticyclones et des périodes de temps plus humides, principalement dues à des flux zonaux océaniques. Mais oui, effectivement, ça va s'améliorer ces prochains jours. Ça va enfin devenir un peu plus sec. On a eu le retour de l'anticyclone ce week-end. Pas forcément beaucoup de soleil, hein. Je sais pas où vous habitez, mais vous avez peut-être pu vous en rendre compte. Mais par contre, enfin, l'arrêt des pluies. Donc c'est bien pour les inondations. Il y a une bonne décrue qui se fait, notamment en Bretagne, pourvu que ça dure. Et normalement, ça devrait durer encore au moins une semaine. Donc on va pouvoir profiter d'un temps plus sec. Et concernant le froid, il faut s'attendre à ce que ça continue, cette petite vague de froid qu'on a pu voir notamment dans l'ouest de la France, mais pas que. Alors, pour l'instant, pour l'instant, le froid est uniquement dû à ce qui s'appelle l'inversion de température, c'est-à-dire qu'en hiver, quand on a de l'air chaud en altitude, ça peut arriver que l'air froid, par rayonnement du coup, reste bloqué dans les basses couches. Donc actuellement, on n'a pas de vague de froid à proprement parler. Par contre, on va avoir une descente d'air en provenance du coup de l'Allemagne qui va être beaucoup plus fraîche durant la fin de cette semaine. Et là, ça pourrait même donner un petit peu de neige, mais pas dans l'ouest, plutôt dans l'est. Voilà. Mais ça va durer encore un petit peu, oui. Avec le temps sec, on va garder un temps qui sera, enfin, relativement sec en tout cas, moins animé. Ça va rester encore assez frais pendant quelques semaines et ça fait du bien, puisque je regardais à Rennes, le mois de janvier a enfin été en dessous des normales de saison en termes de température. Pas à l'échelle de la France, mais à l'échelle de certaines régions, on a eu enfin un mois en dessous des normales de saison. Et c'est très rare, hein, ces dernières années, on est systématiquement en dessous. Quand on a des épisodes entre guillemets de temps froid, en général, on rejoint simplement les normales de saison. Eh bien, grand merci à tous d'avoir pris part à cette émission. Merci beaucoup Stéphanie Durafour, directrice de communication chez Assureland, comparateur d'assurance. Merci beaucoup Arnaud Pagès. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ville de demain, chez Michel Lafon. Vous êtes aussi le co-auteur de Ville 2050. Et un grand merci à vous Grégoire Védo, présentateur et météorologue chez Météo Concept. On vous retrouve aussi sur